Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 12 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Attention aux fraudes à la carte bancaire et aux escrocs qui sévissent, même au Fénois. La banque Socredo appelle à la vigilance. Des arnaqueurs se sont fait passer pour des conseillers bancaires. Le verdict n'est pas encore connu, mais le profil du SDF accusé d'avoir mortellement frappé un autre SDF en 2023 a été minutieusement étudié aujourd'hui par la Cour d'assises. D'après les experts, il est bipolaire, marginal et fait preuve d'un manque d'empathie. Le premier tour des élections municipales est prévu dans un peu plus d'un mois. Et ce soir, on continue notre tour d'horizon des communes avec Punaauia. Les commerçants attendent la mise en place d'une réelle dynamique en faveur du développement économique. Notre invité ce soir est la maire sortante de la commune de Aroué. Teura Iriti tentera de défendre son bilan et présentera ses propositions pour être réélu. Dans notre page consacrée au FIFO, ce soir, on vous présente le documentaire tant attendu Fénois Vice, qui raconte la lutte de familles polynésiennes contre le fléau de l'ice. Aujourd'hui, le public était venu nombreux pour assister à la toute première projection. Il est champion des Shuriken Fight Series en MMA en Nouvelle-Zélande. Tama Ikili est le troisième athlète nommé pour les trophées du sport. Sa progression a été fulgurante sur 5 combats dans sa carrière et il a décroché 5 victoires, dont 4 par KO. Merci d'être avec nous. Pour ouvrir ce journal, on vous parle de la mésaventure d'une sexagénaire de Papara, victime d'une fraude à la carte bancaire. Un escroc lui a passé un coup de fil en se faisant passer pour un conseiller bancaire et elle lui a communiqué ses informations confidentielles. L'occasion pour les banques d'appeler à la vigilance. Car d'après les gendarmes, l'escroc a bel et bien agi depuis le Fénois. Chiquita Teiva, Mirko Vanfo pour les précisions. 200 000 francs ont été débités sur le compte de Maïré en quelques clics. Alors qu'elle fait ses courses, elle est piégée par un simple appel téléphonique local. Le fraudeur profite de sa crédulité, se fait passer pour un conseiller bancaire avec un discours bien rodé. Il me pose la question, c'est la Socredo. Alors, est-ce que vous avez votre carte sur vous? J'ai dit oui, attends, je cherche, j'ai trouvé. Oui, je l'ai ma carte. Vous pouvez lire les numéros sur la carte. J'ai tout, j'ai lu, j'ai donné. J'avais confiance parce que moi, je me suis dit, c'est la Socredo. Entre-temps, l'escroc réalise plusieurs achats en ligne d'une valeur de plus de 2000 $. Ça fait mal au cœur. C'est la retraite de papa, du coup, ils n'ont plus rien. Des fraudes à la carte, cette banque en enregistre de plus en plus chaque semaine. Si une personne arrive à avoir les coordonnées de carte complètes, donc les cartes y compris au dos de la carte, on peut très bien faire des achats sur Internet, récupérer de l'argent de façon malveillante avec les codes. L'idée, c'est que tant que la personne donne ses codes, une personne malveillante peut les utiliser pour soutirer de l'argent. Pour protéger ses 134 000 clients, la banque multiplie les alertes, même sur les réseaux sociaux, car les jeunes aussi se font berner. Aujourd'hui, les jeunes sont très portés sur le digital, notamment dans les relations bancaires. Et ça reste une cible finalement facile pour pouvoir du coup se faire pirater. Selon l'article L133-18 du Code monétaire, la banque est censée rembourser immédiatement une transaction frauduleuse non autorisée, sauf en cas de négligence volontaire du client. On a mis en place l'authentification sécurisée et forte pour nos clients. Ce sont des codes qui sont obligatoires pour valider une double authentification de la transaction. Malheureusement, lorsque une personne se fait avoir, elle est aussi poussée à donner ses codes. Et dans ce cas-là, la banque n'est pas soumise au remboursement des clients. Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour fraude. En attendant, la vigilance reste de mise. Justice, deuxième et dernier jour du procès aux assises du SDF accusé d'avoir mortellement frappé un autre SDF dans les rues de Papeete en avril 2023. Lui nie les faits qui lui sont reprochés, mais d'après les experts, il souffre d'importants troubles psychologiques. Difficile de faire toute la lumière sur ce drame, comme l'ont constaté Juan Potoru et Marcel Bono. Souffrant de troubles psychiatriques et placé sous tutelle, l'accusé nie toute implication dans les coups portés à la victime, entraînant sa mort 3 jours après les faits. Il affirme avoir déplacé son ami inconscient du côté de la route pour que les passants puissent alerter les secours, faute de moyens de communication. Des éléments importants que va plaider la défense, l'objectif, une réduction de peine vu le passé difficile de l'accusé. Soit effectivement, j'allais dire, on considère qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés,
donc les violences volontaires qui ont causé la mort de la victime. Ça, c'est la première possibilité. S'il est déclaré coupable et que la Cour retient le fait que lui-même est atteint de troubles psychiatriques très importants, puisqu'il est placé sous tutelle depuis 1995, donc ce sont un handicap très très lourd, à ce moment-là, on peut considérer que potentiellement, il peut y avoir une réduction de peine qui est prévue par le Code pénal. Et dans cette affaire et d'autres similaires, la précarité et le manque d'infrastructures au Fénois pour les personnes atteintes de troubles psychotiques sont au cœur des débats. Une triste réalité dans la capitale. Depuis l'année dernière, c'est le deuxième dossier en tout cas que je plaide devant la cour d'assises pour justement des altercations entre SDF, personnes donc, qui sont sans domicile fixe, mais qui se retrouvent tout simplement dans des situations de violence qui sont liées à leurs troubles psychiatriques. L'accusé de 57 ans encourt 20 ans de réclusion criminelle, sinon moins, si son passé psychiatrique et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas retenus. Le verdict sera connu ce soir ou demain au plus tard. Et l'avocat général a requis 13 ans de prison, dont 2 tiers de peine de sûreté. Le verdict n'a toujours pas été prononcé. Place désormais à notre parenthèse politique, notre page consacrée aux élections municipales. Aujourd'hui, direction Punaouia avec cette question. Quelle est la stratégie de la commune en matière d'activité économique? Est-ce que le travail des commerçants est encouragé, facilité? Que manque-t-il selon eux? Élodie Largenton et Patrick Sing leur ont donné la parole. 4 roulottes, un parc pour les enfants avec des installations sportives pour les plus grands, un accès pour les VAA, les bateaux, les pêcheurs et les nageurs. Et pour tout ça, quelques places de parking seulement. Un problème pour les plaisanciers et les familles, mais aussi pour les roulottes. All parking. Au point où entre nous, on a dû faire un truc du genre, on ne se gare pas, on va en face, on laisse pour les clients. Au final, on s'est rendu compte que la plupart des gens, ils vont dans le parc. Du coup, c'est un peu ridicule pour nous, tu vois. De l'espace, les pêcheurs aimeraient aussi en avoir plus. Dans cette coopérative, ils sont une quinzaine à pêcher des poissons du large. Ici, c'est plutôt, sur Punaouia, c'est plutôt la place pour les pêcheurs, quoi. Parce que c'est bien d'avoir un bateau pour aller à la pêche, mais il faut un endroit aussi où mettre justement les bateaux. En face, un nouveau marché municipal vient d'être inauguré, mais il n'ouvre que le dimanche et il n'y a pas assez de place pour tous les vendeurs de la commune. Teheyura vend des plats en bord de route. La situation lui convient, mais elle aimerait obtenir une autorisation pour son emplacement. Je suis allée à la mairie et c'est la même chose. Il me dit, je ne peux pas te donner d'autorisation parce que ce n'est pas à nous, cet endroit-là. Que dois-je faire? C'est ça la bonne question. Que dois-je faire? Moi, je suis bien aux besoins de ma famille. On ne gagne pas des millions, mais on peut emmener quelque chose pour les enfants sur une table. C'est ça, ma devise. C'est que la mairie voit quelque chose pour nous, qu'il améliore, voilà, notre train de vie. Partout à Punaouia, le même constat, un manque d'espace qui nuit au petit commerce, un chantier pour la prochaine équipe municipale. On s'intéresse désormais à la commune de Aroué. Nous avons au plateau la maire sortante, Teura Iriti, tête de liste de Aroué Yapapaoa. Bonsoir. Bonsoir Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de vos propositions pour cette élection 2026, parlons d'abord du scrutin de 2020. Pour rappel, donc, l'élection à Aroué a été annulée en 2020. Les électeurs ont revoté en 2022 car il y avait eu des irrégularités massives sur des procurations qui impliquaient notamment une candidate de votre liste, une candidate qui a été rendue inéligible. Vous, la justice vous a blanchi. Comment vous voulez rassurer l'opinion publique et garantir aux électeurs une exemplarité? D'abord, je voudrais aussi m'adresser à Aroué, bonsoir, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur Polynésie Première. Alors, ce sujet-là, depuis le début, j'ai toujours été très sereine et laissé la justice faire son travail, qui a rendu son verdict. D'ailleurs, nous sommes retournés aux urnes pour confirmer cette volonté de Aroué, d'avoir une nouvelle équipe sur Aroué. Alors, par rapport au nom, parce que quand même une personne avait été rendue inéligible de votre liste, mais par rapport aux personnes qui se sont présentées sur votre liste en 2022, est-ce qu'il y a des changements par rapport à cette année? Et est-ce que ces personnes sont sur votre liste?
D'abord, l'équipe qui a mené donc, le travail depuis 2022 à aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été donc, un travail formidable puisque chacun a pu mettre ses compétences donc, au profit de toutes les missions que nous avons mises en place. Aujourd'hui, la nouvelle équipe, je dirais entre guillemets, c'est 80% de cette équipe qui est venue et 20% de nouvelles personnes qui viennent apporter aussi un regard nouveau dans Harué Papaoa. Jackie Briand est toujours avec vous? Toujours avec nous parce qu'il nous a démontré aussi qu'il a d'immenses compétences et notamment au niveau de l'environnement et de la culture, et puis du travail acharné aussi derrière tout dossier. L'un des grands chantiers de votre mandature entre 2020 et maintenant, c'est le PGA, le Plan Général d'Aménagement. Où est-ce que ça en est et quelles sont ses principales caractéristiques? Tout à fait. En arrivant donc sur les rênes de la commune, Harué n'a jamais eu de PGA, alors que les grandes communes devraient l'avoir pour nous orienter vers des décisions importantes pour l'avenir de la commune. Donc nous avons mis en place et cela nous a permis de voir avant tout que nous disposons encore de ressources en nous, notamment au-dessus de la vallée de Pipiné, au-dessus de la vallée de Harué, donc qui nous rassure. Dans un deuxième temps, de voir aussi comment on peut voir l'avenir de Harué, notamment vers Péret, donc côte ouest. C'est vraiment la zone d'activité économique, le centre-ville, avec tous les commerces, les écoles, les activités sportives, notamment le CRSD aussi, puisque c'est le terrain militaire qui nous a été donc rétrocédé. Vers le milieu de Harué, entre le rond-point de Hérima jusqu'au rond-point de l'ancien Radisson, c'est vraiment l'habitation, le logement. Et enfin, vers Mahina, c'est le magnifique site de Tahara. Là, nous voulons mettre en place un centre culturel. Et juste au-dessus, donc la continuité au-dessus de chez G, nous avons 300 hectares qui appartiennent à la commune, le site Agnani. Et là, bien sûr, pour de l'agriculture, pour des randonnées. Voilà. Donc, vraiment, on a une meilleure visibilité sur Harué. Et donc, depuis le CRSD, si je peux revenir sur le CRSD, lorsque nous sommes arrivés, il y avait encore tous ces hangars qui étaient sur place, près de 9 hangars, très grands hangars, qu'il fallait dépolluer, puisqu'ils étaient amiantés et il y avait du plomb. Donc, ça a mis du temps, ça a coûté aussi, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous passez, il n'y a plus de hangars, tout est propre. Là, vous parlez vraiment des terrains militaires. Des terrains militaires, oui. Donc, c'est quand même plus de 300 millions qui a été donc, injecté. Merci au pays et surtout à l'État. Mais ce qu'il faut savoir, on n'a pas regardé que le site militaire, puisqu'il y a un tout. Côté mer, nous avons le terrain de football, le complexe, le marché de Harué, le motu. Donc, on se devait de voir un ensemble pour que ça devienne vraiment une vie, une activité vraiment pour nos habitants de Harué. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux aménagements en particulier. Alors, il y a eu des études. Vous savez très bien que pour des projets structurants, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Dans 30 ans, dans 20-30 ans, il faut d'abord qu'il y ait une étude qui met en général 2 ans. Ensuite, il faut courir après, bien sûr, le financement qui met en général aussi 2 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut faire dessus. D'ailleurs, un travail avec une société qui nous accompagne sur la meilleure manière juridique et puis financièrement, comment on va procéder. Voilà, donc je pense qu'on avance pas à pas, mais sûrement, pour nous, il s'agit de faire une politique responsable et non pas d'agir vite, mais d'agir de façon, je veux dire, chaque chose en son temps, mais surtout que l'humain soit au centre. Vous parlez de l'humain et parlons du logement puisque ça concerne des humains et des habitants de Harué. Votre priorité à l'époque, en 2020, c'était la finalisation du processus d'accession à la propriété pour les logements sociaux à Hérima. Est-ce que depuis, des locataires sont devenus propriétaires? Alors, effectivement, lorsque nous sommes arrivés, ça a été une des premières choses que nous avons pris en main. Le problème depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a encore quelques fonciers à Hérima Social qui appartenaient à la commune de Harué. Donc, il fallait remettre entre les mains de l'OPH pour qu'ils puissent ensuite enclencher l'accession à la propriété. Chose que nous avons fait. En novembre 2022, nous avons signé effectivement cette rétrocession à l'OPH pour qu'ils puissent donc faire la suite des demandes du lotissement de Hérima. Malheureusement, aujourd'hui, l'accession à la propriété n'est pas encore faite. Mais après, je dis à côté, heureusement peut-être aussi, parce que les réseaux d'eau à Hérima, tout Hérima et aussi à Hérima Social est extraordinaire.
non seulement ça, très vétuste, très fuyard. Et aujourd'hui, l'estimation est à peu près de 900 millions. Donc là aussi, pour ne pas que ce soit un cadeau empoisonné pour nos habitants de RIMA social, il va falloir demander au pays d'abord rénover tous ces réseaux d'eau, l'assainissement des eaux usées aussi, parce que là aussi, la station d'épuration n'est plus au rendez-vous, avant de rétrocéder aux habitants du RIMA social. Et merci pour vos réponses, Théoura Iriti, tête de liste de Haroué à Papaoa. Nous sommes déjà arrivés au bout de vos 6 minutes de temps de parole, comme l'exigent les règles de l'ARCOM. Merci. Merci encore beaucoup. Et les candidats continuent de s'exprimer sur les antennes de Polynésie la Première dans le respect donc des temps de parole. Demain matin, place aux propositions pour Tevayuta. Le maire sortant, Teari Alpha, tête de liste de Tuiyo Ya Tevayuta, sera l'invité café de la matinale radio, avec également Opeta Tahueitu, tête de liste Noe Tevayuta. C'est ainsi que l'on referme notre page spéciale consacrée au municipal. On parle des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027. Un point sur les infrastructures a été fait ce matin par le ministère des Sports avec quelques chiffres. Les Jeux à domicile, ce sont 22 sites en travaux, 2 nouvelles constructions, 13 milliards 500 millions investis. Le calendrier est très serré. Certaines infrastructures en sont encore au stade des études ou des appels d'offres, mais sur d'autres sites, les travaux ont débuté. Les précisions de Vanina Pommier, conseillère technique au sein du ministère des Sports. Aujourd'hui, les chantiers sont lancés, pas tous. On s'est rapproché dangereusement de la deadline de 2027, mais on est confiant et surtout on a, comme j'expliquais, envisagé des phasages lorsque c'était possible, c'est-à-dire livrer uniquement ce qui est nécessaire à la tenue des compétitions des Jeux du Pacifique. L'ambition, c'est de tout livrer en 2027, mais les travaux restent des travaux et on essaye aussi de pouvoir se dire que si possible, il y a certaines choses qu'on ne livrera pas et ou qui ne seront pas utilisées pendant les Jeux du Pacifique, mais c'est des choses qui ne sont pas nécessaires à la tenue des compétitions. Au FIFO, aujourd'hui, le sujet de l'ICE s'est invité au cœur du festival. Face à l'ampleur du phénomène au Fénois, Suliane Favnek et Denis Pinson ont choisi l'image comme outil de lutte avec leur film Fénois Vice, un documentaire engagé en lice pour le prix du public, diffusé pour la première fois lors de cette 23e édition du FIFO. Mérénie Gamblin et Miranda Aritei vous proposent de le découvrir dans notre page spéciale. Ce jeudi, on reparle de ce sujet d'actualité, l'ICE. Avec 30 000 consommateurs estimés, c'est devenu un véritable fléau en Polynésie. La première fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie a vu le jour l'année dernière. C'est un combat difficile, un combat quotidien que retrace le documentaire Fénois Vice. On vous propose de le découvrir dans ce reportage qu'on a réalisé avec Teiva Ribé. 3 personnages, 3 combats pour la vie. Le fils de Heimoana s'est suicidé, emporté par l'ICE. Depuis 2 ans, la fille d'Ingrid s'enfonce dans l'addiction. Charles, lui, a consommé, dealé, connu la prison. Il s'en est sorti. Aujourd'hui, il milite contre cette drogue et comble presque à lui seul le manque de structure d'accompagnement au Fénois. 3 histoires vraies racontées dans Fénois Vice. À l'issue de la projection, de nouvelles voix s'élèvent. Ça aide beaucoup, ça montre beaucoup de trucs parce que les gens ne voient pas c'est quoi ces trucs-là. Ils croient c'est juste comme ça, c'est... On filme à peur de ce qui est le plus fort. Il y a des conséquences de cette drogue-là. C'est dangereux en dedans. Je suis passé par là. De mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, ça fait 5 ans que j'étais dans l'âge. Jusqu'à maintenant, j'ai arrêté. Maruru mettait Fénois Vice pour ce reportage-là. 6 mois de reportage, voilà, par derrière un journaliste, c'est énorme. Et moi, je dis que ça peut apporter un message fort à notre belle Polynésie. Comme je disais, il y a une question là qu'ils avaient posée, comment on fait dans l'immédiat. Moi je dis comment on fait, c'est pas difficile de rester plus spectateur, soyons acteur de la situation. On voit ce qui se passe mais on veut rien dire, c'est ça le vrai problème. Plus de 300 personnes ont assisté à la projection au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Pour Ingrid, le combat n'est pas terminé. Cette mère et grand-mère est privée de son haut toit à cause de l'addiction de sa fille. Longtemps restée dans l'ombre, elle a accepté de témoigner à visage découvert dans Fénois Vice, grâce à l'accompagnement de la co-réalisatrice Suliane Favnek. Suliane, c'est plus qu'un psy, mieux qu'un psy même, je dirais. Voilà. Donc ce film, il t'a quand même aidé ou... Aider dans le sens qu'il faut
faut aller, il faut foncer, quoi. Il faut y aller, il faut plus se cacher, il ne faut plus avoir honte ou peur de quoi que ce soit. Il faut y aller, il faut se battre. Un film pour briser la glace et rappeler que ce combat est celui de toute la Polynésie. Et pour aller plus loin, nous recevons Denis Pinson, le réalisateur de Whenua Vice, qui a co-réalisé ce film avec Sulian Favnek. Denis, on sait que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour gagner la confiance de ces personnages. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces mois de tournage ? Clairement, évidemment, la détresse des familles qui témoignaient, mais je suis allé beaucoup en intervention avec Charles. Il intervient auprès de familles pour les aider dans des situations un peu de crise, quand il y a des enfants des jeunes qui sont en descente et qui cassent tout. Et donc je l'ai suivi un petit peu dans ces interventions-là. La plupart, j'ai pas pu filmer, c'était trop compliqué. Mais j'y suis allé, j'ai assisté plus ou moins, un petit peu en retrait, mais j'ai vu des choses. Et en vrai, je savais que c'était un problème, l'ICE, mais même si on te le dit, tu ne te rends pas compte en fait, de la détresse et de la complexité des situations. En fait, les situations dans lesquelles les parents sont parfois, où elles n'ont aucune solution, elles ne savent pas vers qui se tourner, elles ne savent pas quoi faire avec leurs enfants et elles sont complètement coincées en fait. Et on peut appeler la gendarmerie, il va venir, mais finalement on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va appeler les urgences, on va appeler ci, puis ça recommence le lendemain. Enfin, c'est un cercle infernal et voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a le plus touché en fait, tous ces moments-là. Alors Denis, l'ICE, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus avec ce documentaire ? Est-ce que par exemple, il pourrait peser dans le débat social ? On sait qu'on a besoin d'un centre de désintoxication ici à Tahiti. On n'espère jamais qu'un film, ça va changer la face du monde, mais on se dit effectivement si ça peut avoir un impact, même aussi petit qu'il est, c'est toujours bien. On n'aura pas fait pour rien. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un travail énorme. Comme ils le disent dans le film, un travail au niveau des familles, au niveau des consciences de la population, il y a un travail au niveau aussi des pouvoirs publics, de l'État. Il y a des choses qui ont déjà commencé et c'est bien, on voit qu'il y a eu des choses qui ont changé déjà en un an, avant la fédération et aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui commencent à être mises en place, des projets, les gens en parlent de plus en plus. Donc on se dit, voilà, c'est quand même positif. Et si le film maintenant il peut être vu à la télé évidemment, mais peut-être même en dehors, et que ça peut déclencher des débats. Je pense que c'est ça qui est bien, c'est que les gens quand ils voient un film, au bout d'une heure, ils ont envie aussi, ils ont été touchés, ils ont été sensibilisés, ils ont envie eux aussi peut-être de témoigner. Et en fait c'est ça qui est bien avec les documentaires en fait, c'est que ça va libérer, ça va donner la parole aux gens et envie de parler, de témoigner. Merci beaucoup Denis Pinson d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que le documentaire Whenua Vice a été projeté pour la dernière fois ce jeudi matin. Il fait partie des 15 documentaires hors compétition, des documentaires qui se veulent engagés. Alors est-ce qu'ils peuvent peser dans le débat social ? C'était l'objet de la masterclass par Khadija Benoitaf, présidente de l'Impact Social Club. Très souvent ça arrive, on va voir un film, surtout au FIFO, en particulier au FIFO, où il y a vraiment des histoires très fortes, des problématiques sociétales, culturelles, historiques, environnementales. Très souvent, on peut être submergé par l'émotion et se dire « oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Notre rôle, c'est de leur apporter les réponses après les films. C'était l'avant-dernier jour pour profiter des projections au FIFO. Demain, vous pourrez encore voir 3 films en compétition. Et puis, on vous proposera une immersion dans les ateliers du FIFO. Belle soirée à tous sur la première. On parle de l'un des athlètes nommés au Trophée du sport. Il vit en Nouvelle-Zélande depuis 6 ans maintenant, s'est investi à fond dans le MMA, est devenu champion et aujourd'hui, il rêve de l'UFC. Tama Ikili est le 3e athlète que nous vous présentons ce soir. Une rencontre signée Reheina Djarian et Sandro Lee. Il s'est imposé sur le sol néo-zélandais. Tama Ikili figure aujourd'hui comme l'un des visages montants du MMA polynésien. Installé à Auckland, il s'entraîne au sein du prestigieux club City Kickboxing, référence mondiale de la discipline. En 2020, j'ai quitté la Polynésie pour venir vivre en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir en faire une carrière. Du coup, j'avais toujours 19 ans, c'était en février. Et voilà, maintenant, ça va faire 6 ans que je vis en Nouvelle-Zélande, que je pratique du MMA. Tama Ikili a frappé fort lors de l'année 2025. Il a remporté le Warrior Award grâce à un KO décisif lors de son 3e combat amateur. Puis décroche la ceinture des moins de 61 kg du Shuriken Fight Series à Auckland. Un combat marqué par le KO le plus rapide de l'histoire de l'organisation. Mon grand rêve,
et d'être champion du monde à l'UFC d'ici 2030. Et aussi être un bon exemple pour ma famille, pour notre Fénois et pour notre jeunesse. Discipline, travail, détermination. À seulement 25 ans, Tama Hikili incarne une nouvelle génération d'athlètes polynésiens tournés vers la performance internationale. Et la soirée de remise des trophées du sport, ce sera mardi prochain. L'information principale de ce jeudi, attention aux fraudes à la carte bancaire. Elles peuvent se produire si les escrocs réussissent à se procurer vos données personnelles. Une sexagénaire de Papara a été bernée par téléphone par un homme qui s'est fait passer pour un conseiller de la banque Socredo. Il lui a extorqué plus de 200 000 francs. À lire sur notre site internet, c'était avant la nomination de Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, mais le personnel au sol est sorti du silence et interpelle le président Moetai Broderson à travers un courrier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.